Oui, on est très heureux d'être dans votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes ce soir, nous sommes mercredi. Mercredi, Élisée Boloubou est en notre compagnie. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien. Et vous-même? Ça va très bien. Sa Majesté Daouda, un jour après, Ouais. comment ça va? Ça va très bien, un peu épuisé, mais quand même je suis là. Ça veut dire que vous avez passé... Un merveilleux moment. La fête fut belle. Et encore la fête continue. Ah oui, bien sûr. Vous avez décidé d'étendre les festivités de votre anniversaire. Sur un mois. Non, pas sur un mois, mais bon, aujourd'hui avec l'Africa, ça va. Ok. Ça c'est dit, au passage. Alain Toussaint, bonsoir, comment ça va? Merci. Ça va très bien, merci beaucoup. Et puis Pascal est de retour. C'est le titre d'un film. Pascal est de retour. Bonsoir Pascal, comment allez-vous? Bonsoir Brice, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Mieux quand je vous vois. Oh, c'est très gentil. Je vous en parle avec la nouvelle paire de lunettes aussi. Absolument. Les autres, on n'a toujours pas eu de traces des autres. Moi aussi, je les ai retrouvés, mais dans un piteux état. J'imagine. Les utilisateurs de cette paire de lunettes, bon, enfin bref. On ne va pas tergiverser Ouais, là-dessus. Et puis Monsieur Beta est avec nous ce soir, mesdames, messieurs. Comment allez-vous, Mr. Beta? Oui, ça va très bien. Très Et bien. vous? Ça va très bien, merci, je vais très bien. Bon les amis, hein, la nouvelle vous la connaissez, même si j'ai encore dans mon cœur un peu d'espoir que les choses qui ont été dites ne se feront pas comme elles sont. C'est une phrase très poétique pour dire que malheureusement, eh bien, selon les informations reçues, L'Africa est à son 3e mandat, en D2. Non, en dépit d'une grande victoire, d'une éclatante victoire ce soir contre la JCA 2-1, malheureusement, le destin s'acharnant sur l'Africa Sport, eh bien, ce club mythique va, pour l'instant, parce que j'ai quelques informations de dernière minute que je n'ai pas encore partagées avec vous, mais en tout cas, pour l'instant, C'est une nouvelle breaking news. il est dit que l'Africa Sport En fait, ne montera pas en première c'est division. l'attitude des mauvais perdants, Brice. C'est l'attitude des mauvais perdants. Vous avez perdu il y a quelques Non, on a semaines. gagné le match contre la JCA. Oui, mais vous n'irez pas en D1 dans la mesure où, depuis la semaine dernière, vous avez votre destin en main. Mais vous avez joué avec votre destin. Et Zoma, ça me rappelle une chanson d'ailleurs, Zoma Mazo. Daouda pardon. Voilà. Finalement, ils ont gagné. Ils vont en D1. Ils ont été plus conscients, plus rigoureux. Je vous avais dit en son temps, l'Africa, c'est un club qui est voué à aller jouer le tchétchèn, comme certains clubs du quartier. Parce que ce n'est pas une équipe qui doit monter en D1. En tout cas, bravo aux Mimo. L'Africa ne peut que briller en D2. C'est le seul coin où ils peuvent avoir les pieds sur terre. Sinon, en D1, ils n'ont pas leur place. Élisée, vous avez entendu parler de ce joueur qui aurait reçu 2 cartons jaunes, qui a quand même été aligné dans les rangs de ce fameux Zoma pour participer à la rencontre. Donc techniquement, si c'est prouvé que ce joueur a reçu 2 cartons jaunes et qu'il ne devait pas jouer et qu'il a joué, Tous les scores sont à remettre à zéro. voilà, il perd du tapis vert et l'Africa. Voilà. Ceci me rappelant une petite histoire d'un certain Bamba Ladji. Merci beaucoup. Vous avez la mémoire. Vous convoquez l'histoire. C'est important. Et vous, donc, vous nourrissez vos espoirs ainsi. Pour mieux entrevoir l'avenir, il faut toujours convoquer l'histoire. C'est important. Bamba Ladji. Bien sûr. Voilà. Et on avait retiré la victoire à l'Africa Sport, vous vous en souvenez. Et après, on connaît la déculottée. Mais non, il n'y aura pas ça, t'inquiète pas. Cette Vous fois-ci, allez c'est à vous y l'Africa faire, qu'on Brice. redonne la victoire maintenant. Inch'Allah. Que Dieu vous C'est entende. confirmé ça, cette En fait, vous savez, Non, mais au point où nous en sommes, un nous big- nous accrochons à toute forme d'information. C'est un breaking news qui circule en tout cas sur les plateformes de l'Africa. En fait. Voilà. Voilà. Nous nous accrochons Comme un naufragé à tout et à à cette n'importe dernière quoi. bouée de sauvetage. Bon, allez. La D2, Bon, c'est pas si la mal. D2, c'est non pas si mal, C'est pas effectivement. l'enfer. Voilà, et il faut un club justement Non, comme c'est l'Africa pire que Sport l'enfer. pour donner donc la lumière à la D2. Parce que depuis que l'Africa Sport est en D2, on parle de la D2. Ouais, c'est clair, il y a un avantage à tout. D'où la nécessité d'y rester longtemps en fait. Voilà. Je ne terminerai pas ma phrase par ça, c'était pas la chute. Allez les amis, on va évoquer le point politique, enfin le point société. Nous sommes en liaison avec donc, le point, je cherchais la transition. Ça y est, avec Moscou, c'est ça? Non, les amis, on évoque le rapport donc, des États généraux. Eh bien, ce rapport des États généraux tant attendu est depuis lors disponible.
Sera-t-il donc à la hauteur de la remise à niveau du système éducatif ivoirien? Voici la question qu'on se pose et que je me fais le plaisir de vous poser autour de cette table. Déjà, quels sont les points, Élysée, qu'on peut noter concernant donc les angles et les axes de ce rapport-là? Quels sont les problèmes qui ont été évoqués concernant l'école ivoirienne, les problèmes qui minent cette école ivoirienne? Bon, déjà, il est important de situer un peu le contexte. Les EGENA ont été lancés suite, je dirais, à l'arrivée dans ce ministère-là de Mariatou Koné, qui donc, constatant un peu l'état, je dirais, dans lequel se trouvait l'école, qui n'était pas du tout un état reluisant, a décidé de lancer les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est ce qui est traduit dans le sigle EGENA. Donc, à la suite de ça, on a mobilisé donc la communauté éducative, on a mobilisé les parents, on a mobilisé les partenaires techniques, en tout cas même les individus, pour qu'on essaie ensemble de réfléchir sur la situation de l'école afin de la sortir de cette léthargie dans laquelle elle est depuis un bon bout de temps. Initialement prévu pour 6 mois, finalement les états généraux ont duré environ 1 année. Et après donc l'année de la durée des états généraux, un rapport a été produit. Il a été présenté au Premier ministre, remis officiellement au Premier ministre, qui lui l'a présenté au chef de l'État. Et ce rapport a été adopté le 3 mai dernier par le Conseil des ministres. Déjà, il faut noter que dans ce rapport, selon ce rapport, on retiendra 4 axes majeurs. Déjà 42 réformes, 42 réformes qui sont prises en compte dans ce document-là. Mais il y a 4 axes majeurs qui ont été dégagés, 4 axes prioritaires qui ont été dégagés dans ce rapport. Il faut déjà retenir qu'il y a l'amélioration des apprentissages fondamentaux. Attendez par là l'école, la petite enfance, vraiment, on a estimé que la base est ratée. Aujourd'hui, quand on regarde un peu comment l'école va, on se rend compte qu'à la base, il y a beaucoup à faire. Il y a la pertinence des programmes et la qualité de l'enseignement. Parce que, voilà, qu'à l'approche de l'agriculture, voilà, le constat a été fait qu'on étudiait beaucoup de matières, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces matières étaient vraiment pertinentes par rapport à la réalité du terrain? Aujourd'hui, il y a d'autres matières qui nécessitent quand même d'être intégrées au programme, parce que c'est vrai, d'autres qui méritent de sortir. Et le troisième axe, c'était la réforme de la profession enseignante et l'élargissement et l'encadrement de l'offre d'éducation non formelle. Parce qu'il y a l'éducation formelle qu'on connaît, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on peut aussi adapter l'éducation non formelle qui peut permettre quand même de récupérer une partie quand même de ces jeunes apprenants. Et enfin, le développement du numérique. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, comme on le dit, celui qui est analphabète du 21e siècle, ce n'est pas celui qui ne sait pas ni lire écrit, mais c'est celui qui ne connaît pas, qui n'a pas de notion de numérique. Donc, voici les 4 axes majeurs qui se dégagent en tout cas de ce rapport. Maintenant qu'il va falloir implémenter, comme je le dis, ces 42 réformes qui ont été initiées ou qui ont été proposées dans ce rapport-là, qui doivent être donc mis en œuvre sur les 7 prochaines années. Vous plantez le décor, Élysée. Réaction, Daouda? Non, pour moi, déjà, c'est une très bonne chose dans la mesure où, de base, il faut dire que quand ils ont donné, ce rapport a été donné au Premier ministre, ils sont à la recherche, ils doivent collecter pour 866 milliards. Mais pour l'année académique 2022-2023, c'est autour de 268 milliards que l'État de Côte d'Ivoire a injecté. Voilà, non, à récolter et qui vont injecter. Il parlait des centres préscolaires. Mais il faut préciser que ces centres préscolaires-là, ils ont mis l'accent sur les régions en milieu rural, en fait, pas au niveau urbain ici. Pour que les enfants aussi, avant même d'entrer au CP1, ils puissent apprendre à lire et à écrire. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire ici, il fut un certain temps où les élèves même de CM2 avaient du mal à écrire ou à lire. Je pense que pour moi, c'est une très bonne chose. Très bien. Pascal? Oui, je voudrais prendre cette réforme sous ses angles les plus prometteurs parce qu'il semble que cette réflexion qui a été menée pendant 1 an, en sortir 42 réformes, c'est encore une autre réflexion parce qu'il faut faire, tout est prioritaire, il faut faire le choix entre plusieurs priorités, c'est ce qui a été fait aussi. Vous voyez là sur la photo, on voit que les partenaires techniques et financiers sont nombreux, les acteurs sont tout autour de la ministre pour essayer de passer de la théorie à la pratique et impulser vraiment un changement profond dans la façon dont nous menons notre système éducatif, parce que c'est la base de nombreux points de beaucoup de tares après dans nos sociétés. Tout ce qui va être donc lié aux apprentissages, mais aussi au savoir-faire, au savoir-être, au civisme.
tout ceci gravite autour de l'éducation nationale. Donc, on ne peut que s'en féliciter. On ne pourra pas me reprocher le délit de faciès, hein, d'autant plus que les 3 premiers avis, hein, comme ça, un peu au hasard que j'ai tirés, ont été des avis de plus ou moins satisfaction à propos de ces sujets-là. Mais les 2 prochains avis, je ne garantis pas. Hop. Alain Toussaint, donc je ne conseille pas par ma droite. Monsieur Bita, dites-moi. Pas totalement. Je dis qu'il y a de l'espoir, il y a eu de la réflexion. On en parlait ici sur le plateau il y a quelques mois. On a dit que les gens, il y avait beaucoup d'états généraux sur beaucoup de choses, beaucoup de, entre parenthèses, Grenelle ici, et puis qu'après, ça mourait de leur belle mort. Là, on sent qu'il y a une vraie continuité. Il y a un désir d'aller pas à pas sur des réformes. Maintenant, on va attendre pour voir ce que ça donne. Je sais qu'au niveau des écoles, par exemple, il y en a beaucoup qui vont être fermées parce que les conditions d'octroi des agréments sont de plus en plus sévères, sont suivies. Les écoles boutiques, c'est une vraie question. Donc des choses restent à faire. Tout n'est pas reluisant, mais la volonté d'y arriver est manifeste. Très bien, vous avez justifié votre position, il n'y a pas de problème. Oui, comme elle le disait, la volonté y est et il faut attendre maintenant les actes pour que nous puissions juger de la pertinence, hein, des actes qui vont être posés. Mais d'abord, j'aimerais faire remarquer que l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde. Hein. Moi, je suis pour que l'éducation ne soit pas seulement l'affaire des acteurs principaux, tels que le gouvernement et les enseignants, mais il faut que les parents soient suffisamment impliqués. C'est pourquoi je vois un peu que dans leurs différents actes, il a été noté la suppression évidente des COGES, et je dis qu'il faut que cela revienne très vite parce que les COGES aussi ont leur rôle à jouer, hein, au sein du système éducatif. Et la deuxième chose que je voulais faire remarquer, c'est que pour engager une véritable réforme de l'éducation, il y a des acteurs principaux qu'il faut motiver. L'éducation, c'est une option. C'est une option, hein, c'est un choix politique d'abord. C'est un choix politique. Il faut, comme par le passé, le président d'alors, le président Foumagne, a pris une option pour encourager les enseignants. Comme on a parlé comme on a parlé, ils étaient débloqués, ou bien, quoi, si j'ai le bon mot, ils étaient décrochés. Voilà, ils étaient décrochés. Le système éducatif, les enseignants avaient l'avantage d'être décrochés, ils n'étaient pas alignés sur le barème de la fonction publique, sur la grille de la fonction publique. Donc ça a motivé davantage les uns et les autres à aller à l'enseignement, à aller enseigner. Et aujourd'hui, les seconds acteurs qu'il faut engager et il faut motiver, c'est les apprenants eux-mêmes. Les apprenants eux-mêmes, voyez-vous, quand on étudie un peu la question de l'éducation, on nous dit comme ça que l'école a trois fonctions principales. 3 fonctions principales. C'est que l'école doit être d'abord une école pour instruire d'abord. Elle doit être instruite, elle doit ensuite socialiser et elle doit qualifier. Mais est-ce que notre système éducatif, aujourd'hui, quand on regarde au sortir du système, l'enfant est qualifié à faire quelque chose? Parce que c'est ça qui le motive davantage à poursuivre sa formation. Parce que quand il sort, il a déjà une orientation claire de ce qu'il va faire. Il sait qu'au sortir de là, je me retrouve là, je suis qualifié à faire ça, je peux vendre mieux, hein, mon potentiel. Parce qu'aujourd'hui, on l'a constaté, quand on regardait un peu en début d'année, déjà, il a été fait un appel d'offres pour les enseignants de physique. Et on a vu que ça traînait, les gens ne sont pas motivés, les gens ne sont pas venus, puisqu'on a été allé faire appel aux retraités pour les remettre encore dans le système avec des contrats. Donc, voyez-vous, il y a tous ces acteurs-là qu'il faut remotiver pour que le système éducatif prenne vraiment son envol. Et c'est une option que les pouvoirs publics doivent opérer. Il ne faudrait pas que ça reste au stade de on veut faire, mais si on fait, il faut qu'ils optent pour une éducation performante avec les moyens qu'il faut. Moi, je vois le budget de 800 milliards, je me dis c'est pas assez. Pour 7 ans, c'est pas assez. C'est la question de l'éducation. C'est noté, je vais revenir à vous tout à l'heure. Alain Toussaint. Écoutez, je ne vais pas être pessimiste. Hein. Je pense qu'il faut déjà saluer ce travail qui a été mené sur une année. Et puis, effectivement, il y a une quarantaine de propositions qui sont faites. Moi, il y a juste un point qui marque malheureusement que ceux qui ont rédigé ce rapport sont fortement ancrés dans le passé. Parce qu'on dit importance du CEP. On en a parlé il y a quelques jours sur ce plateau. Je pense qu'on pourrait faire l'économie de cet examen de passage à un autre cycle parce qu'il faut s'adapter aux temps actuels. Voilà, il y a 30 ans, 40 ans, 20 ans, peut-être ce diplôme pouvait être important, mais aujourd'hui, il faut plutôt accompagner les enfants au risque de créer
comme on dit, une sorte d'apartheid de l'éducation, parce que l'enfant qui n'a pas le CEP et qui est, par exemple, en position de redoubler, qu'est-ce qu'il devient? À 10 ans, qu'est-ce qu'on devient? Et quand la famille ou les parents n'ont pas les moyens de pouvoir le scolariser ailleurs. Par ailleurs, il y a un point, je ne sais pas s'il figure dans ce document, on dit qu'il fait 18 000 pages. Bon, on ne va pas l'éplucher en 2 jours. Ils l'ont synthétisé, je crois bien voilà, qu'ils ils l'ont synthétisé, mais voilà. La place des langues nationales. Parce que là, tout à l'heure, j'entendais, on va introduire de nouvelles matières, etc. Mais nos langues nationales, quelle est la place que nous leur donnons dans notre système éducatif? C'est bien beau de parler français, allemand, anglais, chinois, tout ce qu'on veut, mais les langues nationales, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir aussi peut-être, j'aimerais vraiment consulter ce document, savoir la place qui est faite voilà ce que aux langues locales. Je vous propose, et d'ailleurs nos équipes sont à pied d'œuvre pour que cela se fasse, qu'on ait justement sur ce plateau-là un des responsables donc, du ministère. S'ils acceptent de venir, parce qu'apparemment ils ont peur des médias, donc c'est un peu difficile de faire de l'explication des textes quand aucun responsable politique ne peut ou ne veut assumer le travail qui est fait par le gouvernement. Je prends mon bâton de pèlerin et je vais à la recherche d'un responsable du ministère. Donc, durez pas trop en pèlerinage alors. Hein. Je vous promets, il ne va pas durer 40 ans. Okay. Je vous promets. Bon, globalement, hein, on a envie de dire, il y a beaucoup d'espoir qui accompagne donc ce rapport. Bien sûr, bien sûr. Et on espère justement, et pour les plus sceptiques, leur plus grande crainte, c'est que ce ne soit pas un rapport de trop. Un autre rapport de plus. Un autre rapport de plus. Voilà. Ok, bon ben, ceci dit, on va évoquer un autre point, les amis, juste avant le JT. Celui-là concerne donc le RHDP, le FPI, qui s'allie à Cocody particulièrement. Daouda, on avait évoqué cette possible alliance qui ne s'appelait pas finalement alliance, qui était un partenariat. Et puis, là, à Cocody, ce partenariat a donné naissance à une alliance. Vu que le candidat du FPI a décidé donc lui de se retirer au profit de celui du RHDP. Oui. Je pense qu'ils sont dans la droite ligne de ce qu'ils avaient dit lors de la signature de partenariat qui a eu lieu entre le FPI et le PPACI. En gros, ils disent que le FPI et le RHDP. Vraiment que Dieu me pardonne. Par le PPACI. C'est un lapsus, désolé, c'est un lapsus. Je répète, le FPI et le RHDP, mais en gros, je veux dire, ils ont été clairs. Ils disent que selon le contexte de la région, ils pourraient s'allier dans certaines régions. Il l'avait dit. Et je pense que ça avait commencé. Avant même la signature de ce partenariat, on avait écho déjà que le RHDP et le FPI allaient s'unir à Cocody pour aller contre le PDCI, quand on sait qu'aujourd'hui, la zone de Cocody est une zone qui est fortement ancrée PDCI depuis des années. Donc, pourquoi ne pas le faire? Moi, je veux dire, c'est toujours dans la droite ligne de ce partenariat. Alors, quelle est la force, de cette alliance-là aujourd'hui à Cocody, par exemple? Bon, après vous, j'ai l'avis de M. Betta. FPI, RHDP. Écoutez, je sais, d'après les chiffres, que lors des précédentes élections, la dernière fois en 2018, le maire actuel avait fait environ 42% des voix. Et à l'époque, il était soutenu, je pense, par... le FPI encore. Le FPI de AFI, mais FPI, tendance Gbagbo à l'époque, donc EDS. C'était pas le DS, c'était le FPI de AFI. Puisque c'était le même FPI de AFI qui le soutenait encore. Non, c'est plutôt EDS qui soutenait Mme Onien pour sa première élection. Et donc, aujourd'hui, effectivement... c'est un partenariat qui est un prolongement sur un territoire, c'est-à-dire la commune de Cocody, dans la perspective de l'élection municipale qui va se dérouler là-bas. Maintenant, que pèse cette alliance? Parce que je pense que le FPI, dès l'époque, n'a plus peut-être la même force, la même puissance politique en termes de voix, et il va falloir aller chercher des électeurs. Et M. Taba, effectivement, qui fait une campagne de terrain depuis plusieurs mois, est aussi dans l'obligation, en tout cas, d'aller faire du porte-à-porte pour ramener à lui le maximum d'électeurs. Donc, pour moi, c'est un challenge important qu'il va falloir relever au cours de l'élection. On verra bien. Oui, moi, j'observe cette alliance-là et je souris un peu. Parce que, voyez-vous, voilà quelqu'un qui n'a pas encore déposé sa candidature, qui n'a même pas encore fait campagne et qui dit qu'il s'allie. Mais quand il s'allie à toi, il pèse quoi? Tu te poses la question, mais il pèse quoi la réalité?
lorsqu'on a... Vous parlez du candidat du FPI. Du candidat du FPI. Monsieur Beta, vous ne pouvez pas dire ça. Non, il n'a pas encore déposé. Il n'est pas encore candidat officiellement parce que les candidatures n'ont pas encore été déposées. Mais il a manifesté une volonté de candidature. Donc, il décide, sans avoir mené d'action même sur le terrain, en tant que candidat, il décide tout de go de s'allier. Je le disais tantôt sur un autre plateau, lorsqu'il s'agissait de commenter les listes de candidatures, on a vu que le président du FPI avait présenté des candidats dans toutes les zones, contrairement à certains grands partis tels que le PDCI et le PPACI. Et d'aucuns estimaient que c'est parce qu'il est suffisamment implanté, c'est parce qu'il a suffisamment d'hommes. Mais on voit qu'à la vérité, il n'a pas d'hommes. Et que ce sont des hommes, ça ressemble un peu à des personnes qui veulent juste se faire voir pour s'accrocher à un poste. Mais il a été choisi par le FPI. Non, je pense que vous allez... Parce qu'il est sur la liste officielle des candidats du FPI. Je n'en dissuade pas des candidats du FPI, mais il n'a pas encore candidat. La candidature n'est pas encore ouverte. Non, mais puisque le parti l'a investi. Le parti l'a investi, donc c'est officiel. La plupart des alliances de candidature se font quand on est sur le terrain, quand les campagnes sont ouvertes, et dit après avoir... On jauge un peu son poids. On jauge un peu son poids et on dit, je m'allie à lui pour lui permettre de gagner. Non, cela n'a pas été fait. Non, tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est le contexte. C'est aussi qu'on puisse placer une. C'est moi qui vais demander ça. Donc je disais, pour clore sur ce chapitre, je disais que les candidats d'AFI, et vous verrez que beaucoup le feront, ils n'iront même pas plus loin que dire je suis candidat et après désister au profit de ceux qui sont... Non, moi je pense que c'est votre analyse du sujet. Je pense que si vous vous rappelez l'élection passée de M. Yassé, c'est le même FPI qui, selon vous, n'a pas de poids, qui était avec la liste de Yassé en son temps. Qui était le candidat du FPI? Non, qui était le candidat du FPI? Je n'ai pas dit le parti, j'ai dit le candidat. Est-ce que quand vous dites que c'était le même FPI, soyons logiques, ce même FPI-là, à l'époque, il n'y avait pas encore de PPACI? Non, il y avait EDS au moins. Oui. EDS qui aujourd'hui, après plusieurs murs, après le retour de Laurent Gbagbo, est devenu PPACI. Oui. C'est un fait ou pas? Oui. C'est un fait. Donc je vais dire, il ne faut pas dire tout de go aussi que finalement, étant donné que le monsieur n'a pas posé sa candidature, qu'il ne peut pas s'allier, est-ce qu'il n'a pas le droit? D'autant plus qu'il a été candidat à plusieurs reprises. À Cocody, il a montré, on a vu, il y avait des chiffres au moins de l'élection. Il a été candidat à qui? Mais il a été candidat à Cocody. M. Sangaré n'a jamais été candidat à Cocody. À quelle élection? Il n'a jamais été candidat au municipal? Non, au législatif. Au législatif, il n'a jamais été candidat? Législatif. Il y a des chiffres. Est-ce que ces chiffres-là, il n'a pas ça pour lui à son actif? D'accord. Donc, partant de ce fait-là, je veux dire, il ne faut pas dire qu'il n'est pas rien. Je pense que c'est allé un peu fort, M. Beta. Non, ce n'est pas allé fort. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie d'Aouda. On va prendre l'avis d'Alain et d'Élysée pour la suite. Les alliances ou les partenariats entre partis politiques se nouent toujours avant le scrutin. Quand chaque parti publie sa liste de candidats dans les 201 communes du pays et qu'après conciliabule, on décide finalement que c'est tel candidat de parti qui sera la tête de liste et tel autre qui sera le second, etc. C'est comme ça que se font les alliances. Et c'est exactement ce qui va se faire. À Cocody, on l'a vu ici, peut-être à Port-Boué, avec RHDP et d'autres, ou à Yopougon ou dans d'autres villes du pays. Mais chaque parti a déjà publié la liste officielle de ses candidats dans les différentes circonscriptions pour les municipales. Et donc, c'est dans ce cadre-là que M. Sangaré, qui est investi par le FPI, et M. Taba, qui a été choisi par le RHDP, décident de signer un pacte pour aller ensemble. Et j'imagine que dans leurs accords, dont je n'ai pas connaissance, mais on peut peut-être faire des supputations. M. Sangaré et ses amis du FPI seront certainement en bonne place pour être peut-être, si la liste passe, être des conseillers municipaux au sein de la mairie de Cocody. 15 secondes avant qu'on aille au JT. Moi, je pense que, contrairement à ce que pense Beta, non, je crois que les alliances, ou du moins se mettre ensemble par rapport à une élection, n'obéit pas forcément à un calendrier. C'est-à-dire, après avoir déposé la candidature, on le fait. Non. Chaque parti est libre de choisir son timing pour le faire. Donc ça, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Juste que moi, je note que ce qui se passe à Cocody interpelle, ou du moins ramène un peu à interroger sur ce qui se passe dans le Moronou. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans le Moronou, dans le fief de Pascal Affi-N'Guessan, aujourd'hui, le RHDP et puis le FPI sont à couteau tiré. Il y a vraiment de véritables tensions qui règnent dans cette zone-là. Quand on voit à Cocody déjà où on est en train de faire l'unité et que dans le Moronou,
bien après qu'on ait décidé d'être en partenariat, on soit en train de se triper là-bas, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette alliance-là, peut-être il est important, ou bien ce partenariat-là, qu'on nous définisse les contours en réalité, peut-être ça nous permettra de mieux comprendre cette sphère politique-là, tout ce qui se passe, ces enjeux qui sont en cours actuellement. Ils ont dit dans certaines régions. Mais Élisée, ils peuvent faire le partenariat et puis maintenant, des alliances peuvent se nouer au cas par cas. Et si à c'est ce qui a été Cocody, passé. on estime qu'on va ensemble en fonction Est-ce que du c'est pas, poids de à l'adversaire. ce moment-là Non. qu'intervient le point de vue de Beta, Non, qui parle de poids. ça ne Pour se dire peut- qu'aujourd'hui, jaugeant les poids des uns et des autres, ils ont estimé que M. Tabac avec beaucoup plus de Brice, chance. je peux réagir rapidement sur Mais là, ça. parce que là, 10 secondes. 10 secondes. Bon, ok. Non, Alain, c'est au cas par cas. Je suis entièrement d'avis. Ce que je suis en train de dire ici, c'est à chaque région, ils vont voir s'il faut le faire ou pas. Mais je suis en train de te parler d'une tension. C'est-à-dire que de quelque chose qui est en train d'arriver même pratiquement à des violences. Donc là, on n'est plus en train de parler de juste faire des cas, des Bon, cas là, ce par n'est cas. plus l'élection. Voilà, Là, c'est plutôt des violences. Voilà, donc c'est Mais en fait, quelque chose. ce qu'il veut dire, en gros, c'est que si à Cocody, ils se sont alliés avant les élections, avant les mêmes élections dans le Moroni, ils sont à couteau tiré. Oui, mais ils peuvent partir séparément. Oui, et puis le jour du vote. C'est un partenariat. du Et c'est là que président, ça revient à Beta. Oui, que lui, il a estimé que c'est un peu trop tôt. Non, Non, cette bon, alliance-là. mais les C'est les partis, avis. ils ont Non, le c'est droit. ça la différence. Les partis sont Les libres de leur autres, timing. les partis, Les partis sont libres de leur Gâcher le timing. Non, un peu quand même. Allez. Et notre invité pour la suite sera Maître Abdoulaye Ben Meïté. Il est porte-parole du groupe parlementaire RHDP. Il est secrétaire national en charge des affaires juridiques et membre du secrétariat exécutif du même parti, RHDP. Vous l'avez noté. devenu le À tout de barreau suite. de Côte d'Ivoire. maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Je suis en compagnie d'Élisée Boulougbe, en compagnie de Pascal Kwame. Je suis en compagnie de M. Daouda Koulibaly Samanézé, parce que c'est son anniversaire donc, depuis hier et donc toute la semaine. M. Alain Tous est en notre compagnie. M. Michel Beta nous fait l'amitié de sa présence ce soir sur notre plateau. Il nous a rejoint, je vous l'annonçais sur le plateau du Grand Talk, que Maître Abdoulaye Ben Meïté, porte-parole du groupe parlementaire RHDP, secrétaire national en charge des affaires juridiques et membre du secrétariat exécutif du RHDP. Je dis maître parce que vous êtes avocat également. Bonsoir maître, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, merci. Très bien. En votre compagnie, maître, on va évoquer la question, les questions de la société ivoirienne. Voilà, l'actualité, sera commentée par vous. Vous voudrez bien nous donner votre avis sur ces différents points. Et justement, l'un des points qu'on évoque depuis quelques jours, eh bien, c'est la liste électorale qui est enfin disponible. En tout cas, elle a été remise aux partis politiques. Votre regard sur cette liste électorale et après, on parlera des réactions des uns et des autres. Globalement. Ok. C'est à vous, maître. Je tenais d'abord à remercier votre télévision pour l'excellent travail qui est abattu. Je pense que là témoigne de ce que le président de la République a eu raison, n'est-ce pas, de libéraliser le domaine. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ivoiriens arrivent à s'expliquer un peu davantage. Mais sur le sujet, ce que je voudrais dire, effectivement, c'est qu'il y a un travail formidable qui a été abattu par la CEI. Il faut savoir le reconnaître. C'est un organe de l'administration qui a des prérogatives inscrites dans la loi. Donc la CEI, conformément effectivement à la loi qui l'organise et au décret d'application, effectivement reçoit les inscriptions sur la liste électorale, traite les informations et publie la liste provisoire. Il appartiendra désormais donc aux citoyens de faire des observations éventuellement. C'est à ce stade que nous sommes. Donc pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment que la liste a été communiquée aux différents partis politiques, il appartient aux partis politiques et même aux électeurs de tirer avantage de ce que leur offre la loi comme possibilité, n'est-ce pas, d'opinionner sur cette liste-là. Alors hier, Maître Abiba Touré, qui était assise il y a quelques jours à la même place que vous, ou avant-hier, ou hier, je crois, a fait une déclaration une nouvelle déclaration relative à cette liste électorale de laquelle Laurent Gbagbo est absent et avec un certain nombre de propos qu'elle a tenus. Comment vous réagissez à ces propos dont vous avez connaissance déjà? Avant les propos d'hier, je pense que les propos d'hier s'inscrivent dans la même démarche que les propos qui ont été tenus ici sur votre antenne. Mais j'avoue, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris du tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris la logique. Je me suis demandé s'il s'agissait de la même loi. On m'a dit qu'elle était avocate. On m'a aussi dit qu'elle était inscrite au barreau de Paris. Je me suis demandé si elle s'était acclimatée. Parce qu'effectivement, avant de faire une déclaration publique,
prenons le temps d'abord d'être en phase avec les dispositions légales. J'avais le sentiment qu'elle était en train de parler peut-être d'un code électoral français. Parce qu'en Côte d'Ivoire, et même hier, ce qu'elle a dit est grave. Ça donne le sentiment que l'organe qui a été mis en place au niveau du PPACI est une milice organisée. Une milice organisée qui a pour objet, c'est une appréciation, qui a pour objet de préparer les opinions au désordre. Sinon, tout ce qu'elle a dit n'a rien dit de nouveau. Elle n'a rien dit de nouveau pour la simple et bonne raison que la loi électorale prévoit qu'après la publication de la liste, tous les citoyens bénéficient d'une action, en droit on dirait une action attitrée. C'est une action qui est ouverte à une catégorie de personnes remplissant une condition précise. En l'espèce, tout électeur est admis à faire valoir une opinion sur la liste électorale relativement à la présence d'une personne qui ne remplit pas les conditions. Autrement dit, si elle estime, comme elle a dit, que le doyen Abdoulaye Diallo est décédé, mais qu'il a par contre son nom sur la liste électorale, si elle estime que Dobo Blé a été déchu de ses droits civils et politiques, qu'il a son nom sur la liste électorale, si elle estime que Guillaume Soro également a été déchu de ses droits civils et politiques, qu'il a également son nom sur la liste électorale, il appartient à son parti. C'est justement pour cette raison que les listes sont communiquées aux partis politiques, à l'effet de les amener à saisir de façon administrative la CEI dans le cadre du contentieux administratif. Très bien. Maître, je vous entends, mais vous parlez de son organe. C'est un organe qui a décidé d'observer les élections et d'apporter son point de vue sur ce que cet organe-là considère comme des irrégularités ou des fraudes. Mais quand vous dites une milice, je trouve que c'est un peu fort quand même. C'est ça. Non, ce n'est pas fort, parce que non, il faut savoir appeler un chat. Pour la simple et bonne raison, vous savez, quand on... L'organe a le droit de donner son avis Non, sur je vais question. l'arriver. Très bien. Soyez patient. Ok. Vous savez, quand on est contemporain de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le mot n'est pas fort. C'est bien ce même parti, du moins c'est même responsable de ce parti-là. Ce n'était pas le même parti. C'est même responsable de ce parti qui, souvenez-vous, ont déchiré la liste électorale, du moins les résultats de l'élection. C'est bien les responsables de ce même parti. Donc aujourd'hui, lorsqu'on essaie de crier déjà à la fraude, là où on attend effectivement de faire des recours contre une liste, allons-y comprendre quelque chose. Alors, maître, excusez-moi, maître Abiba Touré, elle est avocate, elle est chef de cabinet de Laurent Gbagbo. Vous êtes député, président de la commission des affaires étrangères, affaires juridiques oui. de l'Assemblée, donc vous êtes député RHDP. Vous êtes également avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Et là, quand je vous entends, j'ai le sentiment finalement que le représentant de la CEI qu'on devait recevoir ici vous a mis en mission pour venir répondre à maître Abiba. Est-ce que vous êtes dans votre rôle en tant que député, en tant que responsable politique, de défendre une commission électorale qui est censée être apolitique? Parce que les faits qu'elle relève, en effet, c'est dans l'intérêt de tous les partis qui compétissent. Oui. Ce n'est pas forcément, je pense, pour le bénéfice exclusif du PDCI ou du PPACI. Donc vous devrez vous féliciter de ce qu'un parti politique tourne le dos à la violence et puis estime qu'il faut plutôt avoir une liste électorale qui garantisse une compétition équitable et ouverte à tous. Mais vous savez, c'est un point de vue que je respecte. Mais ce qu'il faut savoir, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Alors, je voudrais vous rassurer tout de suite, la CEI a en son sein de grands intellectuels. Et pour quiconque connaît son président, on sait qu'il c'est un excellent magistrat qui a fait ses preuves déjà au niveau du tribunal, du moins des différents tribunaux où il a eu à occuper. Il sera même plus éloquent que moi à répondre effectivement à M. Abiba Touré. Il n'a pas besoin de constituer avocat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des acteurs politiques. Nous appartenons à un parti politique, effectivement, qui candidate à diverses élections. Lorsqu'on essaie de jeter le discrédit sur le processus électoral, entendu qu'on ne peut pas l'emporter, créer les conditions, n'est-ce pas, du discrédit, nous qui sommes certains,
au niveau de RHDP, que nous sommes bien organisés, nous avons les moyens. Nous avons les moyens humains pour remporter cette élection. Nous avons le droit, effectivement, de veiller à ce qu'on ne vienne pas salir notre victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque Maître Abiba Touré, qui, bien que pénétrée, avocate, vous l'avez dit, hein, qui est avocate au barreau de Paris, ce qu'on m'a dit, avocate au barreau de Paris, chef de cabinet du PPACI en Côte d'Ivoire. Du président Laurent Gbagbo, particulièrement. Voilà, chef de cabinet du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo, pas du PPACI, hein, en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui est également son client, dont elle est chef de cabinet, bon, soit. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il nous appartient au niveau du RHDP de veiller à ce que, il n'y ait pas de désordre en Côte d'Ivoire, de veiller à ce que les personnes qui ont pour intention de manipuler l'opinion avec des arguments ou du moins des informations erronées, comme ces informations auxquelles nous avons assisté d'abord sur votre plateau et hier au cours de la conférence de presse. Parce que ce qui a été dit sur votre plateau est très grave. C'est une lecture, mais biaisée de la loi électorale. Une lecture, mais je vous dis biaisée. Mais je ne savais même pas ce qu'elle est en train de dire. Pourquoi vous estimez que la lecture est biaisée? La lecture est biaisée. Je vous le dis pourquoi. Oui, la lecture est biaisée pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit deux choses essentielles. D'abord, elle a donné une lecture de l'article 5 du Code électoral. Mais une lecture erronée. Elle a indiqué que l'inscription est de fait. Des droits. droits. Des droits. Mais quel contenu elle a donné effectivement à cette phrase? La définition qu'elle en a donnée, c'est plutôt la définition de l'inscription d'office. L'inscription de droit, et pour sa gouverne, c'est lorsque l'inscription de droit, c'est pour toute personne qui remplit les conditions, a droit à l'inscription sur la liste électorale. Mais l'inscription d'office, par contre, toute personne qui se présente, si on avait dit c'était l'inscription d'office, toute personne qui se présente automatiquement devient électeur. C'est différent. La deuxième lecture, la conséquence qu'elle a tirée de la radiation du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Vous savez, la radiation au regard de la loi électorale, le code électoral, le code électoral et le décret prévu donc en application, le décret prévu par l'article 11 de la loi électorale, ce décret est clair. La radiation est d'office. La radiation est d'office. C'est-à-dire qu'une personne effectivement qui est radiée par le fait d'une décision de justice qui a été rendue à son encontre, la CEI est formée, ne doit même pas attendre la révision. Logiquement, la CEI a pouvoir pour radier cette personne. Mais maître, c'est à ce niveau-là que moi je vais vous poser la question parce que... Je vais terminer mon développement sur la question. Terminer sur Alors, ça. donc, après nous avons la révision. Dans le processus de révision, il y a différents cas de figure. Il y a des personnes qui ont acquis la majorité électorale. Ces personnes-là pourraient éventuellement s'inscrire partout. Première hypothèse. Il y a des personnes qui ont été omises de la liste électorale et qui ont retrouvé leur qualité d'électeur. Ces personnes-là se présentent à l'effet de faire la preuve de cette qualité-là et ces personnes sont reçues sur la liste électorale. Donc ces informations qui sont reçues sont traitées. Après, mais c'est vrai que je vois que vous avez envie de développer le sujet. Très bien. On a beaucoup de questions pour vous. Donc permettez-moi de vous répondre quelques minutes la parole. Vous semblez mettre en fait sa qualité d'avocat en doute à chaque fois que vous revenez dessus. Tout à l'heure, vous disiez que la radiation est d'office et quand la CEI la prend, il doit pouvoir radier. Mais vous, en tant qu'avocat, comment expliquez-vous que M. Guillaume Soro, qui a été condamné, n'est pas sur la liste, mais il se trouve que M. Soultoussou... M. Guillaume Soro est sur la liste? Guillaume Soro est sur la liste, mais c'est ses co-accusés qui ne sont pas sur la liste. Voilà. Comment se fait-il qu'il y a cette dichotomie? Pourtant, ils ont été jugés pour les mêmes faits. Il n'y a pas de dichotomie, c'est l'administration. Et c'est justement parce que le législateur a estimé que ces personnes que la CEI pouvait commettre effectivement ces irrégularités, que la liste est provisoire. Est-ce qu'elle ne met-elle pas en droit alors de dire qu'il y a fraude quelque part? Mais ce n'est pas des fraudes, ce n'est pas une liste définitive. On vous dit, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'au départ, on vous dit, traite les informations.
et après met les listes à la disposition donc, des différents partis politiques. Va s'ouvrir le contentieux. C'est justement pour pouvoir déblayer la liste de toutes les irrégularités. Très bien. Mais on ne peut pas crier au loup. Donc, pour comprendre, un premier tri est fait par la CEI, un deuxième tri par les partis politiques et les populations. Par tous citoyens. Oui, Michel, mais voyez-vous, c'est comme vous le dites, on a l'impression que la CEI même, c'est elle-même qui crée les conditions de son discrédit. Quand on voit un peu la précipitation avec laquelle on essaie de justifier la radiation de Laurent Gbagbo, alors qu'il y a d'autres radiations qui ne sont pas faites, on a l'impression qu'elle se focalise davantage trop sur Laurent Gbagbo, au point que on peut le dire sans se tromper, que moi je pense, hein, de mon point de vue, qu'aujourd'hui, quand on assiste à ce qui se passe au sein de la CEI, Laurent Gbagbo est victime, hein, de la justice des vainqueurs. Moi je le dis, il faut qu'on se le souvienne, on se le tienne pour dire, le même Conseil constitutionnel qui a fait de Laurent Gbagbo président, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a fait de Alassane Ouattara président. À quel moment il fait de ce Conseil constitutionnel fait de Laurent Gbagbo un président casseur, et à quel moment il fait d'Alassane Ouattara un président tout court. Donc je vais dire quoi? C'est une question, une question, mais je vais finir la question. Oui, parce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît, je Michel. vais dire quoi? Je vais dire, ce qui est choquant, c'est qu'on a vécu une période assez difficile, et qu'on veut en sortir. Par tous les moyens, hein, les moyens même politiques, les moyens... Ça, on va en venir, Maintenant, Michel. je finis Voilà. et puis je conclue pour dire qu'on a l'impression, on est en même de demander qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait au point qu'on s'acharne sur lui. D'accord. Voilà, moi c'est ma question. C'est une question, hein. Finalement. Ouais, en fait, parce que On a trouvé la question. J'avais pensé à un développement. Oui. Alors, qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo a fait? Ben, la réponse se trouve dans une décision de justice. On vous a mis au défi. On vous a mis au défi. Voilà, on vous a reproché que d'abord qu'on ne lui a pas signifié cette décision de justice, et on vous a mis au défi de le prouver sur ce plateau ici. Mme Abiba était là, vous êtes assis. Elle a dit, mais quiconque au défi en Côte d'Ivoire de lui prouver cette décision de justice, de lui montrer cette décision de justice. Vous savez, moi, je lui prouver la signification de la décision de justice. Ben, attendez, moi, je ne suis pas un paflouteur. Hein. Moi, je ne suis pas un paflouteur, comme on le dira jamais. Et je pense que elle ne sait pas que les Ivoiriens sont très vigilants. Et les Ivoiriens ont horreur d'une chose, c'est le pafloutage. Mais j'aurais été... On va traduire aux autres, c'est le mensonge. Ouais, le mensonge. Voilà. J'aurais été très à l'aise au cours de son point de presse d'hier que mon excellente consoeur puisse, en toute responsabilité, dire à la Côte d'Ivoire qu'elle a fait une mauvaise lecture des textes. Je l'aurais respecté. Mais elle a pensé faire oublier ça en allant tenir ces propos qu'elle a tenus. Encore plus grave, en marge des textes. Sur la question qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait, qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo a fait? Ce qu'il a fait, c'est contenu dans une décision de justice. Je crois que j'ai demandé à mes collaborateurs de me sortir cette décision. Il y a une décision de justice qui a été rendue contre M. Laurent Gbagbo. Elle existe, la décision de justice, on l'avait bien compris, maître. Mais le attendez, point de maître Abiba, c'est que cette décision n'a pas été signifiée. Parce que malheureusement, je gère un timing, maître. Ouais, nous allons aller pas à pas. Oui. Vous avez le temps et on débat, vous n'avez pas le temps, et puis bon... On n'a pas beaucoup de temps. Alors, ce que je veux dire, c'est que... La décision existe, elle lui a été signifiée. Elle lui a été signifiée. Est-ce que la décision lui a été signifiée, maître? Est-ce qu'elle lui est opposable? C'est plus ça la question. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que la signification d'une décision de justice, la conséquence, c'est l'opposabilité. Le ministère public estime que la décision a été régulièrement signifiée. Les conseils, c'est un conseil, ou du moins M. Laurent Gbagbo estime que la décision ne lui a pas été régulièrement signifiée. Toujours est-il qu'il y a une autre décision qui a été rendue par le tribunal, par le président du tribunal de commerce d'Abidjan, qui a pris fait et cause pour l'opposabilité de la décision à M. Laurent Gbagbo, donc qui a rendu une décision suite au recours contre sa non-inscription sur la liste électorale. C'est-à-dire qu'il y a une décision donc, qui consacre désormais que la décision est opposable à M. Laurent Gbagbo. Pardonnez-moi, maître Abiba évoquait ici deux niveaux. Il y avait la décision judiciaire et la décision administrative. C'est dans ce cadre-là que vous vous exprimez? Oui, il y a une décision. D'abord, il y a une décision. Lorsque M. Laurent administrative est liée aux élections. En 2020, lorsque M. Laurent Gbagbo n'a pas été donc, admis sur la liste électorale, il y a un recours qui a été fait par ses conseils pour son compte. Et ce recours
a été fait. Il y a eu un recours judiciaire. D'abord un recours administratif, ensuite un recours judiciaire devant le président du tribunal de première instance d'Abidjan. Et ce recours a donné lieu à une décision, à une ordonnance. Ordonnance de rejet de son recours. Et quand vous regardez les motifs de cette ordonnance-là, cette ordonnance est fondée justement sur cette condamnation, sur l'opposabilité de cette condamnation. Donc désormais, judiciairement consacré, que la décision rendue contre M. Laurent Gbagbo a été régulièrement signifiée, en ce qui cette décision lui est opposable. Alors, voilà. Maître, donc, conséquence de cette décision que vous avez, Oui. dans laquelle il est fait mention de ce que Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civils et Exactement. politiques, estimez-vous aujourd'hui qu'il est en mesure d'être membre du Conseil constitutionnel, parce que la Constitution prévoit que sont membres du Conseil constitutionnel les anciens présidents. Puisqu'il est déchu de ses droits civils et politiques, donc du coup il devient un paria, il ne peut pas être dans une institution comme le Conseil constitutionnel. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas, j'aime pas, effectivement, un divin. Il faut laisser le choix aux institutions d'apprécier la réalité et les droits des citoyens. Moi, je ne suis pas le Conseil constitutionnel. Je ne peux pas donner une réponse tranchée à cette réalité. Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Donc, à partir de ce moment, lorsque M. Laurent Gbagbo va estimer et qu'il entendrait effectivement tirer avantage de cette qualité d'ancien président, le Conseil va aviser. Mais en ce qui me concerne, je préfère effectivement me garder. On va terminer sur le point, parce que c'est le seul point. On va terminer sur le point du fait qu'aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, constat est fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale du fait de sa radiation. Le contentieux est en cours pour dire que son parti a la possibilité d'introduire un recours pour demander qu'il soit réintégré au regard d'un certain nombre de... Surtout qu'ils se prévalent désormais. Je pense qu'ils ont eu à invoquer une décision qui a été rendue à leur bénéfice Par la Cour africaine. Par la Cour africaine. Parce que ça, c'est un débat à tenir. Parce qu'il y a tous les juristes, les grands juristes sont sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Et aujourd'hui, les gens se lèvent et ça raconte. Et il y a des politiciens qui ne parlent que pour les réseaux sociaux. Moi, je ne parle pas pour les réseaux sociaux. Très bien. Sur la Cour africaine, ce que Oui, les Ivoiriens comprennent, la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas comme une juridiction de troisième degré, telle la Cour suprême, ou même la CCJA, la Cour de l'OADA, justement. Mais lorsque la Cour africaine des droits de l'homme rend une décision, l'article 30 nous dit que l'organe qui a la charge de suivre l'exécution des décisions rendues par la Cour africaine, c'est bien le Conseil exécutif. Okay. Et la Cour elle-même, chaque année, dresse un état effectivement de ces décisions et fait un rapport à la conférence des chefs d'État relativement aux décisions qui ne sont pas exécutées. Ce qui s'entend que la Cour elle-même est consciente que l'exécution des décisions de la Cour relève du pouvoir souverain des États. Comment le magistrat ivoirien peut-il tirer avantage de cette décision alors même que la Côte d'Ivoire n'a pas manifesté intérêt en faveur de son exécution? C'est une question de droit. Donc, ils ne peuvent pas, de mon point de vue, tirer avantage de cette décision si tant est que la Côte d'Ivoire n'a pas manifesté intérêt en faveur de cette décision. Très bien. Je parlais aux députés. Aujourd'hui, les Ivoiriens, face à cette situation-là, vous évoquiez tout à l'heure certains risques dans les propos. Aujourd'hui, les Ivoiriens se posent des questions. Cette situation, M. Laurent Gbagbo, ancien président, M. Laurent Gbagbo ne se trouve pas sur une liste électorale. Il a des militants. Il estime être injustement sorti de cette... Et ça crée un climat, je vous promets, que ça crée un climat de tension au niveau des Ivoiriens. Vous, à votre niveau en tant que député, comment vous imaginez une sortie de crise pour éviter aux Ivoiriens de constamment vivre dans ce climat-là? Vous savez, moi je pense que tout part de ce que chacun recherche. C'est une tension qui est créée à dessein. Et je pense que nous... Mais c'est une tension. Non, c'est une tension créée à dessein. Vous savez, qui n'a pas applaudi lorsqu'on a vu M. Laurent Gbagbo, M. Konan Bédié et le président Alassane Ouattara? Au sorti de là, c'était quoi? Mon grand frère, mon petit frère, mon doyen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président a fait sa part, je pense. Son pouvoir qu'il a, c'est un pouvoir de grâce.
qu'il a mise en œuvre en accordant la grâce à M. Laurent Gbagbo. Mais en même temps, nous avons entendu effectivement ses partisans, même son parti politique, applaudir la grâce, mais souhaiter encore qu'on aille à l'amnistie. Mais d'où vient-il qu'ils disent qu'ils ne sont pas informés de cette décision? Comment on peut accorder effectivement la grâce à une personne dont la décision n'est pas devenue définitive? C'est une incohérence, notoire d'ailleurs. De même, on ne peut pas arracher au forceps le pardon du peuple. Pour pouvoir bénéficier du pardon du peuple, donc c'est l'amnistie, il faut qu'on ait un comportement qui mérite ce pardon. Mais ce n'est pas dans la défiance. Mais je pense que le PPACI est dans la défiance. Et tant que le PPACI sera dans la défiance, le peuple ivoirien que nous représentons à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que nous puissions avoir égard. Maître, vous parlez de défiance. Est-ce que demander que votre candidat qui a été radié, soit réintégré dans une liste, est-ce que ça, c'est de la défiance? Non, ce n'est pas demander, c'est exiger. C'est exiger, ce n'est pas demander. Ce n'est pas demander. Souhaiter. Il devait solliciter. Il devait souhaiter. La langue française est merveilleuse. Mais ils exigent. Ils font valoir des droits chimériques, des droits qu'ils n'ont pas. Il faut d'abord reconnaître son statut. Et lorsqu'on reconnaît son statut, on sait ce qu'on est. Et puis en ce moment, les gens peuvent avoir égard à, n'est-ce pas, à vos besoins. Mais en l'état, vous permettez, en cet état, le peuple ivoirien a manifesté sa clémence à l'endroit du bien de nos concitoyens, dont la première dame, Simone Gbagbo. Mais vous avez vu son attitude avant et après effectivement cette amnistie. Mais c'est une attitude de résilience, de respect des institutions. Mais ce n'est pas dans la défiance. Est-ce que vous avez l'impression que M. Laurent Gbagbo, à travers son attitude, laquelle vous me direz, a manifesté une forme de défiance que vous comparez, que vous opposez à celle, par exemple, de Mme Simone Gbagbo? Mais quand on vous dit effectivement que son excuse, du moins son retrait de la liste électorale a été un abus, et qu'on demande effectivement à ses partisans de se mettre en ordre de bataille, qu'ils vont recevoir bientôt des mots d'ordre, qu'est-ce que ça signifie selon vous? Bon, maître, le président Ouattara, depuis 2018... Alain, il est 32 et vous avez 30 secondes par question, sinon l'émission ne va pas durer toute une heure. On n'a pas le droit. Il a vraiment posé des actes assez importants avec le dialogue politique et autres. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous souhaitez, là c'est une position personnelle que je vous demande, est-ce que vous souhaitez que le président Ouattara fasse de nouveau preuve d'ouverture en amnistiant Laurent Gbagbo? Je pose la question au député de Camille, que vous êtes donc représentant du peuple. Encore en plus, au président de la commission des lois, dont la commission effectivement qui reçoit en adoption ces textes en première lecture. Ce que je vais dire, c'est que il faut savoir, de mon point de vue, que le président de la République, ce n'est pas le président de la République qui amnistie. Ce n'est pas le président Ouattara qui amnistie. Nous avons des textes. Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Et nous avons un groupe parlementaire PPACI à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il leur appartient également de faire une proposition de loi et à nous, députés, d'apprécier. Pourquoi il faut mettre tout à la charge du président? Vous la voteriez, cette loi? Mais comment vous pouvez penser voter une loi dont vous ne connaissez pas le contenu? Non, le but étant l'amnistie. Est-ce que vous seriez d'accord pour que les députés de votre parti appuient une loi qui viserait à amnistier Laurent Gbagbo et un certain nombre de responsables? Quel est l'exposé des motifs? C'est la situation politique. Quand on sait, tout à l'heure, vous parce avez que dit... le mobile de la loi, justement, le mobile de la loi, le contexte de la loi fait la loi. Mais quand vous dites tout cela, au-delà de tout ce que vous venez de dire, si c'est bien dit, quand on sait que finalement vous dites il pourrait souhaiter, on sait que tout en Côte d'Ivoire a été question de politique. Je vais vous aider. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de Gbagbo Laurent de façon exceptionnelle qui rentre sur la liste pour qu'aujourd'hui, la tension dont vous parlez, qu'on puisse aller à autre chose? Qui demande ça? Au moins qui sollicite ça? Mais vous, en tant que député, représentant de la nation, vous ne pouvez pas le faire? Mais il n'en veut pas. Qui vous a dit cela? Mais il t'a dit qu'il n'a même pas été condamné. Je pense que même il t'a fait son Habiba Touré. Oui, il fait son Habiba. Monsieur le député, c'est vrai qu'on a longuement... Je vous promets que même la réalisation, on risque de nous couper. Je vous le dis en vérité, on risque de nous couper. On va sortir un peu de la polémique. Je vous promets, donc soyez pas étonnés que les spectateurs nous coupent. Vous êtes député de la nation, vous êtes député du parti au pouvoir. Là, la liste électorale provisoire a été rendue publique.
est-ce qu'à votre niveau, au niveau de votre parti, vous avez pris connaissance de cette liste? Est-ce que vous avez noté des irrégularités sur la liste? Quelles sont les démarches que vous entrevoyez faire maintenant, vous au RHDP? Non, nous avons un parti très organisé. Nous avons des secrétariats qui sont organisés. On vous l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis secrétaire national en charge des affaires juridiques. Il y a un secrétariat en charge des élections et tout. Okay. Nos responsables du parti sont actuellement à l'œuvre. Nous ne faisons pas du bruit devant les caméras ou Ils sont à l'œuvre. Donc, ce que nous faisons, nous sommes en train de regarder la liste, relever les irrégularités à l'effet de nous conformer à la loi. Pour les recours qui sont prévus pour les recours éventuels, juin. administratifs ou judiciaires. Maître Abdoulaye Ben Meïté, je suis désolé, Michel. Je suis désolé. En plus, vous êtes notre hôte. J'aurais bien aimé, mais je suis désolé. On est obligé d'arrêter l'émission parce qu'on a des impératifs. C'est ça aussi, la démocratie. C'est le respect de ce qui arrive. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver sur ce plateau pour d'autres choses. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. La recherche de la paix, c'est notre plus grand souhait. Merci.